Et oui, Ramzan Kadyrov qui s'est lui-même montré excédé contre les commandants de l'armée, on y viendra dans un instant, qui a menacé lui-même de venir à Moscou. Eh bien, Ramzan Kadyrov a été promu colonel général de l'armée russe par Vladimir Poutine en personne. C'est le 3e grade de commandement le plus élevé dans la hiérarchie militaire russe, derrière ceux de général d'armée et de maréchal. On l'écoute. Президент поздравил меня лично, и я даю слово, что я оправдаю доверие. Это для меня авансом, и мы сделаем все для того, чтобы побыстрее закончить спецоперацию. Il faut rappeler, David, aussi ce que disait Ramzan Kadyrov contre Alexandre Lapine, lui aussi colonel général de l'armée, qu'il jugeait, je cite, incapable. Regardez, je dégraderai Lapine au rang de simple soldat et l'enverrai au front avec un fusil pour laver sa honte dans le sang. Ils sont désormais au même rang. Et puis enfin, souvenez-vous qu'il y a 2 jours, juste après ces critiques contre Kadyrov, le Kremlin avait salué, je cite, sa contribution héroïque dans l'invasion de l'Ukraine. Merci Fanny. L'allure physique de Kadyrov, ça fait toujours un peu sourire. Donc il y avait des regards consternés sur ce plateau et pas mal de sourires aussi, et que ça coupe au bol. C'est vrai que c'est toujours un visage bien. Yelena, redevenons sérieux. Vous êtes encore une fois une de celles qui connaît le mieux peut-être les coulisses de ce pouvoir russe, et on s'interroge sur ces craquements. Quelle est leur ampleur et jusqu'où ils peuvent aller? Est-ce que ce sont de gros craquements? Est-ce que le régime est fragilisé ou pas, d'après vous? Fragilisé sans aucun doute. Ce qu'on entend là, c'est le mécontentement exprimé haut et fort et de plus en plus fort sur fond de ces défaites du camp de la guerre qui, depuis le début, depuis plusieurs mois en tout cas, appelle à la mobilisation générale, au passage de l'économie russe en économie de guerre, au fait de réquisitionner les usines, qui a vu les erreurs tactiques qui ont été commises depuis le début de cette guerre et qui donc, depuis le début aussi, dit il faut frapper plus fort, il faut y aller. Et Ramzan Kadyrov, par exemple, il appelle carrément à une frappe nucléaire. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de remise en question de la guerre en soi, il n'y a pas de remise en question du mythe en soi de soi-disant dénazification de l'Ukraine. Ce qu'il y a, c'est une remise en question des décisions qui sont prises. Et ce qu'on remarque dans ces critiques, c'est que jamais ces critiques ne vont à l'encontre directement de Vladimir Poutine. Et alors ça, c'était une de mes premières questions, parce qu'on a le sentiment que Poutine a pris les choses en main directement dans la conduite de cette guerre. Donc est-ce qu'en critiquant les grands généraux, est-ce qu'en leur disant arrêtez de mentir, ça n'est pas en creux Vladimir Poutine qui est visé? Pas du tout. C'est une pratique qui est complètement admise, voire encouragée et pratiquée par Vladimir Poutine lui-même dans le régime russe. Vous vous souvenez peut-être, Vladimir Poutine, tous les ans, à cette émission qui s'appelle La ligne directe avec les Russes, où en fait c'est un cahier des doléances, où les Russes l'appellent pour lui dire il faut réparer le caniveau, on a une école qui n'a pas d'instituteur, etc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et Vladimir Poutine, régulièrement, après ses interventions, eh bien, il fait tomber des têtes, il renvoie des gouverneurs, il joue un peu à un jeu d'échecs avec ses responsables régionaux et il les accuse directement des échecs. C'est quelque chose qui, dans la psychologie sociale russe, marche extrêmement bien. C'est de dire que Vladimir Poutine, c'est toujours celui qui va résoudre les situations et que malgré lui, à cause de, dans ce cas-là, dans le cas de la ligne directe et de la vie civile de ses gouverneurs, dans le cas de la guerre de ses généraux, eh bien, c'est de leur faute si rien ne va. Il faut faire tomber des têtes. On nomme des noms. Ramzan Kadyrov, qui, après avoir dénoncé le général Lapine, lui-même reçoit du grade de général. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pleinement encouragé, c'est-à-dire qu'on doit parler des défaites qu'on ne peut pas taire à un moment donné parce qu'elles sont juste trop énormes, mais il faut désigner des responsables qui, eux, vont payer le prix d'erreurs qui réellement ont été commises par Vladimir Poutine, puisque vous l'avez très bien dit, il est en pilotage manuel, il a pris vraiment sur lui les moindres décisions tactiques qui normalement ne lui incombent pas. Kadyrov, c'est une façon de donner des gages aux plus durs des durs, peut-être? Alors Kadyrov, c'est celui qui depuis le début est le plus fidèle, le plus loyal, le plus extrémiste. Il vient d'envoyer ses 3 fils mineurs, soi-disant au front, personne n'y croit vraiment, mais en tout cas il a dit voilà, je paye de ma famille, de ma personne. Donc effectivement, Vladimir Poutine envoie aussi un signal quant au fait qu'on ne va pas s'arrêter là, on veut aller jusqu'au bout. Après, voilà, c'est assez symbolique, mais c'est vrai que Ramzan Kadyrov représente peut-être parmi d'autres le plus ce camp de la guerre. Donc vous nous dites que après l'annexion des territoires et la proclamation du fait qu'ils soient sanctuarisés, que plus personne ne pourra s'y attaquer sous peine d'une réplique qui peut être terrible, et que, aussitôt cette affirmation faite, elle a été balayée par la situation sur le front, après ces revers consécutifs, Vladimir Poutine n'est pas réellement fragilisé en Russie aujourd'hui.
Si, il l'est, bien entendu, il l'est. C'est juste que ça ne s'affiche pas ouvertement et ce n'est pas dit ouvertement. Vous me présentez comme une spécialiste des coulisses de la vie politique russe. C'est pas exactement le cas. Je fais plus de la lecture de texte parce qu'en réalité, les coulisses de la vie politique russe, à moins d'avoir des sources que personne n'a, puisque c'est complètement opaque comme système et que même d'autres gens comme Christo Grozev, le fondateur du site Bellingcat, qui a d'excellentes sources, n'ont pas les informations parce que c'est vraiment un système qui est complètement différent d'une autre. Il n'y a aucun moyen d'accéder à ce qui se passe en coulisses. Donc, en réalité, sans doute, il est fragilisé, sans doute. Et parce que le camp de la guerre, comme le camp de la paix, sont complètement mécontents de ce qui se passe. Le camp de la paix disant que Vladimir Poutine précipite son pays dans le gouffre et le camp de la guerre disant qu'on va à la défaite, alors même que Vladimir Poutine et sa propagande eux-mêmes ne cessent de répéter il n'y a pas de retour en arrière possible, sinon le pays sera détruit. Entendez par là, le régime va tomber. Donc, Vladimir Poutine lui-même est conscient du fait qu'il est fragilisé. Maintenant, sur l'évolution de la situation avec ses défaites sur défaite, alors que c'est peut-être aussi la première fois que Vladimir Poutine est complètement démenti dans son jusqu'au-boutisme, puisqu'il est en train de perdre des territoires qu'il vient d'annexer. Donc on est en train d'assister à un espèce d'effondrement, de fuite en avant, et c'est très difficile de prédire le scénario qui va effondrement, fuite en avant. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur, parce qu'il a affirmé des objectifs très forts. À partir du moment où c'est intégré à la Russie, vous ne pouvez pas attaquer la Russie, sinon ce sera terrible. Or, la Russie, de fait, est attaquée. Ces territoires sont attaqués. Vincent. Alors, moi, je suis très attentif à ce que Elena vient de décrire. Et dans le même temps, il me semble que, d'une certaine manière, la statue du commandeur se fissure un peu. Et d'une certaine manière, quand vous avez un ancien patron d'une région militaire qui dit « il y a du mensonge de la base au sommet », tiens, comme par hasard, hein, aléa du direct, la communication est coupée à cet instant-là. D'une certaine manière, à partir du moment où Poutine a, en quelque sorte, centralisé la décision, y compris militaire, alors qu'il ne peut pas se prévaloir d'une expertise en la matière, je dirais que le cordon sanitaire, qui vient d'être excellemment décrit, se fragilise quand même un peu. Parce que dans une livraison du jour, l'Institut pour l'étude de la guerre identifie 3 cercles concurrents et rivaux autour de lui, chez les ultranationalistes. Les blogueurs militaires, les correspondants de guerre d'une part, les anciens officiers et les vétérans, et troisième, les siloviki, c'est-à-dire les gens influents du type justement Kadyrov ou Prigojine, le parrain de Wagner. Or, aujourd'hui, Poutine, ayant centralisé encore une fois les décisions, ne peut s'aliéner ni les uns ni les autres. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que le roi n'est pas encore nu, mais en tout cas qu'il est beaucoup moins solidement vêtu qu'il était hier. Et dernière remarque qui va dans le même sens, mais là encore, je serais ravi des objections éventuelles d'Eléa, c'est que avec cette mobilisation partielle mais pagailleuse, il a fait entrer la guerre dans tous les foyers russes et qu'on ne peut plus maintenant avoir ce pacte social du style « je m'occupe des affaires du char de l'État et vous bricolez une vie à peu près supportable ». Voilà, c'est pour ça que j'aimais cette hypothèse. Ça, c'est mes 2 dernières questions, parce que je sais que je vais devoir vous laisser partir, Yelena, mais du point de vue de l'opinion russe, d'après vous, alors vous avez gardé beaucoup de fils, de contacts, de capteurs, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle prend la mesure de ce qui se passe ou pas du tout? Est-ce qu'on est encore dans la fable de, je ne sais plus quelle était la formule de Vladimir Poutine, mais nous tablons sur le fait que la situation va se stabiliser, nous allons pacifier ces territoires et tout va très bien, Madame la Marquise? Vladimir Poutine a régné pendant des années, a dirigé le pays pendant des années en promettant aux Russes la stabilité et le fait qu'il n'y aurait pas la guerre. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que la guerre s'est invitée dans les foyers russes avec cette mobilisation. Ça, c'est vraiment, et ça, c'était aussi un dernier recours pour lui, ça montre vraiment que ça ne marche plus du tout et que les Russes ne seront sans doute plus dupes de cette propagande qui continue de se déverser. J'aimerais juste réagir par rapport à cette citation de Kartapolov qui dit qu'il faut arrêter de mentir, etc. Il faut comprendre ce qu'il est en train de dire parce que lui-même, il est en train de faire du métamensonge lorsqu'il dit ça, parce que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il faut arrêter de mentir aux Russes en leur disant que notre pays n'est pas attaqué, parce qu'il parlait de la région de Belgorod. La région de Belgorod, c'est la Russie. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la Russie, au-delà des territoires annexés, parce que ça, personne n'est vraiment dupe, je pense, y compris les Russes, du fait que c'est aujourd'hui la Russie, le schéma est extrêmement différent que ce que c'était avec la Crimée en 2014. En fait, ce qu'il dit... C'est la Russie, non pas les territoires conquis
les territoires annexés en Ukraine, mais la Russie elle-même, qui est à la frontière, est souvent l'objet de bombardements ukrainiens. Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'il prétend, c'est qu'il faudrait dire, c'est encore une fois le camp de la guerre qui parle, ce qu'il prétend, c'est qu'il faudrait dire aux Russes qu'en fait, l'Ukraine est déjà entrée pour combattre la Russie, pour attaquer la Russie directement, et que c'est là où on devrait frapper plus fort. Donc il n'est pas en train de dire qu'on vous ment sur cette guerre, sur les causes de cette guerre, sur le fait que c'est une guerre pour le bien, etc., pour dénazifier l'Ukraine. Il est en train de dire que, en fait, Vladimir Poutine vous ménage en ne vous disant pas qu'en réalité nous sommes vraiment en danger, alors que Vladimir Poutine n'arrête pas de dire que la Russie est attaquée, etc. Que l'agresseur, c'est vraiment l'Ukraine. En fait, il en rajoute moins une l'Ukraine couche que l'OTAN, sur le d'ailleurs. dogme. Oui. Dans le discours dominant, maintenant, l'Ukraine est décrite comme une sorte de marionnette d'une puissance qui s'appelle l'Alliance Atlantique et qui a juré de réduire la Russie en esclavage, pour reprendre... Ma deuxième question, et je prends un peu d'avance sur ce qu'on va aborder, mais c'est sur le nucléaire, parce que depuis une quinzaine de jours, depuis justement l'annonce de l'annexion de ces 4 régions, je reprends votre métaphore, on a remis une pièce dans le jukebox à gesticulation nucléaire et tout le monde s'interroge pour savoir si, compte tenu de cette escalade, de cette fuite en avant, si Poutine se voit bafoué dans ses dernières ambitions, c'est-à-dire ces territoires font partie de la Russie, vous ne les attaquerez pas, est-ce que là, il sera acculé à l'arme nucléaire? Est-ce que vous avez un ressenti sur l'attitude vis-à-vis de ces armes nucléaires tactiques? Est-ce qu'elles sont d'une certaine manière banalisées en Russie beaucoup plus qu'en Occident? Je ne vous redirai pas que je dors très bien la nuit avec tout ça. Non, mais c'est important déjà. Bien sûr, la réponse est dans la question. Vous êtes inquiète? Oui, comme tout le monde. Tout le monde est inquiet. Vous êtes inquiet, nous sommes tous inquiets, les gens en Ukraine sont inquiets. Et moi, j'ai tendance à croire... C'est-à-dire qu'en fait... Ce qu'on disait jusqu'à présent, c'était depuis le début de cette invasion, il y a beaucoup de gesticulation sur le nucléaire. Donc c'est en parler toujours, mais... Et le problème, c'est qu'en fait, Vladimir Poutine, on a vu que c'est quelqu'un qui met ses menaces à exécution. C'était pareil avant qu'il n'attaque l'Ukraine. C'est-à-dire, on disait, est-ce qu'il est juste en train de montrer les muscles ou est-ce qu'il va passer à l'acte? Aujourd'hui, on en est réduit en fait à se dire, est-ce qu'il va passer à l'acte ou est-ce qu'il va pas passer à l'acte pour ce qui est d'une frappe tactique nucléaire? Enfin, c'est quand même extrêmement grave, ne serait-ce que le fait qu'on doive se poser cette question, c'est qui tout double en fait. Est-ce qu'il en est capable? Moi, je pense fondamentalement que oui. Est-ce qu'il va le faire? Personne ne le sait. Bon, merci beaucoup Yelena d'avoir été avec nous. Je vous libère. Merci. Je vous donne la parole, Jean-Claude. Je voulais poser 2 questions, d'abord précises à vous, Pierre, sur ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, ce recul que personne n'imaginait. On disait que les troupes russes qui étaient sur le front de Kherson, c'était les meilleurs, les plus entraînés. Les troupes d'élite, finalement, comme les autres, au nord et à l'est, elles s'effondrent. Oui, c'est le révélateur vraiment de ces cassures de la colonne vertébrale de l'outil militaire russe, où qu'il se trouve et quelle que soit la nature des unités qui sont en face des Ukrainiens. Vous avez raison de dire que sur Kherson, ce sont plutôt des unités considérées comme aguerries, comme vraiment professionnelles, alors que celles qui ont été enfoncées début septembre du côté de Kharkiv, les Ukrainiens très intelligemment ont notamment tapé, si je puis dire, là où il y avait des unités de garde nationale pas du tout aguerries, et après ça a entraîné la déconfiture du reste. Mais vous avez raison, on a ce que j'ai appelé un début d'effet domino, qui est extrêmement préoccupant pour les armées. C'est quand, si vous voulez, une des tuiles du domino commence à tomber et qui entraîne donc les autres, les unes derrière les autres. Et donc c'est ce à quoi on assiste. Donc sur Kherson, on voit bien sur la carte, comment dirais-je, je vais reprendre mon propos. Voilà, sur Kherson, si vous voulez, ça a été une attaque des Ukrainiens méthodique, calme, posée, qui a fait croire que c'était un leurre pour cacher l'offensive sur Kharkiv, mais en fait, c'était à la fois un leurre pour attirer des troupes, et en même temps, les gains sont là. Et vous voyez les deux zones en violet hachuré, ça montre quoi? Ça montre une offensive en tenaille sur le corps russe qui est bloqué dans la boucle du Dniepr. Or, David, vous en êtes témoin, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que tous ceux qui sont sur votre plateau, qui connaissent un peu les affaires militaires, disent les Russes vont avoir un problème. On a parlé de Stalingrad, on a parlé du fait qu'ils se trouvaient coincés dans la boucle du Dniepr et que s'ils ne faisaient pas quelque chose, il y a un moment où ça allait très mal tourner. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et dernière chose, la carte là est concentrée légitimement sur Kherson, mais comment dirais-je, je n'ai pas d'informations directes de l'état-major ukrainien, mais ça n'est pas terminé. Oui. Vous voyez, c'est bien de montrer l'ensemble de la carte. Vous avez, vous voyez, 2 offensives, une du côté de l'Est, une du côté du Sud, qui progressent.
Et puis au milieu, vous avez cette mer dont on ne parle plus, la mer d'Azov, qui a été volée. Et dans la mer d'Azov, vous avez une ville qui s'appelle Mariupol. Moi, je serais les Ukrainiens. Après avoir fait ça, et en continuant sur les ailes, je taperai au centre, vers Mariupol, pour couper en deux le territoire qui a été faussement annexé par les Russes. Parce que vous pensez que là, il y a peut-être une faiblesse russe aussi? Alors, je n'en sais rien, parce qu'évidemment, je ne suis pas in situ pour évaluer ça, mais sur le plan tactique, si les Ukrainiens ont suffisamment de force, si vous voulez, les joueurs d'échecs travaillent sur des martingales, sur des parties qu'on répète, etc. Dans l'art de la guerre, il n'y a pas de mécanique. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un bouquin. Vous ouvrez le bouquin, vous faites ça. Là, pour moi, idéalement, compte tenu de cet effet domino de cassure, du fait que les renforts qui ont commencé à arriver ne changeront rien à la donne, après avoir fixé les troupes russes et les détruire régulièrement, profondément, avec des abandons de matériel, je taperai au centre pour casser en deux le dispositif russe. Et là, si ça se passe, le corps expéditionnaire russe, il est très très mal. Mais je rebondis juste d'un mot sur ce qu'a dit Eliana. Elle m'a ôté les mots de la bouche, mais on est raccord. C'est-à-dire les propos du général président de la commission de la défense de la Douma est extrêmement inquiétant parce qu'il ment. Il fait croire que dans la zone de Belgorod, en territoire russe, vrai territoire russe, sur 40 km, puisque vous avez à peu près 40 km entre la frontière et Belgorod, tous les villages auraient été détruits, ce qui est faux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le terrain va être défavorable aux Russes, plus on va avoir une escalade. Et dans cette escalade, tout est possible parce que Poutine est dos au mur. C'est ça. Plus on va inverser le discours en disant décidément, ce sont bien ces Ukrainiens avec l'OTAN juste derrière qui sont en train d'attaquer le territoire russe et qui vont bientôt arriver à Moscou. Sous-entendu, parce que c'est à peu près le même genre de discours. Je salue Joséphine Staron. Merci d'être avec nous. Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. On va parler du nucléaire dans quelques secondes parce qu'il y a deux nouvelles déclarations qui sont importantes. Il y a celle de Khodorkovsky, qui était hier soir l'invité de Ruth Elkriev, qui a dit des choses très intéressantes là-dessus sur la psychologie de Vladimir Poutine. Et puis il y a celle d'un ancien directeur de la CIA, Burns. Mais d'abord, je voudrais votre sentiment à vous et à vous, Jean-Claude, sur ce qu'on est en train de vivre d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'échec de tout ce qui a été entrepris par Vladimir Poutine depuis 15 jours, depuis l'annonce de l'annexion de ces 4 territoires et de leur sanctuarisation, qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre de la guerre? Alors, on est à un tournant. On l'avait déjà dit avec ces référendums d'il y a quelques semaines. Et ça a été la mise en scène autour de la reconnaissance de cette nouvelle annexion lors du grand raout la semaine dernière avec Vladimir Poutine et tous les pontes du Kremlin. C'était pour envoyer un message de célébration, de victoire auprès des Russes. Et puis, dès le lendemain, on apprenait cette contre-offensive ukrainienne assez sensationnelle sur Liman et une situation très compliquée pour l'armée russe. Ça se multiplie et on l'avait dit la semaine dernière aussi à la télé russe, il disait on arrive dans des heures sombres pour la Russie, on n'aura pas de très bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent. On y est. Et donc finalement, d'une certaine manière, les autorités sont en train de préparer l'opinion publique à cet enchaînement de mauvaises nouvelles, de défaites militaires, sans pour autant annoncer la débâcle ou la fin de l'offensive. Mais en revanche, en essayant à tout prix de gagner du temps sur le terrain pour faire arriver les 200 à 300 000 hommes supplémentaires qui ont été mobilisés. Et pour rester sur le défensif, si j'ose dire. Rester sur le défensif et puis servir la rhétorique, comme ça a été très bien dit. À partir du moment où ces territoires sont russes et où ces populations font partie de la grande nation russe, si elles sont attaquées par l'ennemi ukrainien, eh bien, ils auront toute légitimité morale pour intervenir, pour répondre. Ça, c'est la rhétorique russe, bien évidemment. Vous voyez, au fond, il y a deux enseignements qu'on peut en tirer. Et dans les échanges que vous avez avec ceux qui vous entourent tous les jours, c'est peut-être le cas. Moi, c'est mon cas. On peut avoir tendance à se dire, ce sont des bonnes nouvelles. L'Ukraine arrive à regagner du terrain, malgré les rodomontades de Vladimir Poutine. Malgré tout cela, la stratégie occidentale paye, l'armement, ça paye. Et on est en train de reconquérir ces positions. Et puis, on peut considérer que ce sont plutôt des nouvelles inquiétantes, parce que Vladimir Poutine ne se laissera pas vaincre en l'état
et qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Vous, Jean-Claude, est-ce que vous voyez plutôt les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? Moi, j'ai envie de voir le point d'équilibre et le point d'interrogation. Parce qu'effectivement, dans ce système, Vladimir Poutine voudra avoir une sortie positive. Et donc, on peut imaginer qu'il soit assez fou pour dire coûte que coûte. Parce que finalement, il peut se convaincre que l'armée russe est plus forte que celle des États-Unis, que celle de l'Occident. Tout peut arriver. Et l'intérêt pour nous, c'est d'éviter qu'on bascule sur cette frange-là. Donc le seul sujet aujourd'hui, mais ça c'est peut-être le travail des diplomates qui continuent à faire leur travail, c'est comment, obtenir une forme d'arrêt, une forme de recul de Poutine sans que lui-même ne considère qu'il s'agit d'une reculade. Parce que je pense que psychologiquement... Ça paraît impossible. Vous savez, impossible. Malheureusement, c'est là où il faudra bien... Parce qu'il faudra qu'il s'arrête, il en est bien conscient, sinon il continuera. Parce que si c'est impossible, cela veut dire qu'il continue sans limite et que la guerre dure là pour le coup. Comment est-ce qu'il pourrait considérer qu'il est en train de gagner et que finalement tout se passe bien pour lui après le camouflet énorme qu'il prend depuis sa proclamation vendredi ? Ça c'est certain il va de camouflet en camouflet, de perte en perte. La question c'est... Quand peut-il s'arrêter ? Où veut-il s'arrêter ? Et là, par exemple, moi, je me pose la question, que peuvent faire un certain nombre d'alliés ? Pour moi, les Chinois ont un rôle déterminant, les Indiens ont un rôle déterminant. Que va faire la Turquie ? Que peuvent faire un certain nombre, entre guillemets, d'amis des Russes, en tout cas désignés comme tels, pour pouvoir lui dire, à un moment donné, on ne joue plus ? L'autre acteur qu'on oublie quand même, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire que là, l'Ukraine est en position de force pour le moment. Ils n'ont aucune envie de négocier et ils n'ont aucune envie de concéder ne serait-ce qu'un kilomètre carré à la Russie. Donc même si on arrivait à convaincre Vladimir Poutine qu'il peut s'arrêter là et qu'on puisse trouver une issue pacifique, pour l'instant, les Ukrainiens ne seraient pas ouverts à cette Ils sont dans une bonne dynamique et on ne voit pas au nom de quoi ils renonceraient à reprendre les territoires qui leur ont été volés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui leur ont été volés. Ça ne passera pas une restitution, à mon avis. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Parce que vous, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Précisément, je pense qu'on peut ramasser vos deux scénarios, David, en une formule. Plus Poutine est fragilisé, plus il est dangereux. Donc ça, c'est effectivement un postulat qu'on ne peut pas écarter. Donc vous êtes plutôt sur le verre à moitié vide. Mais attention, on parle beaucoup, et depuis des semaines, voire des mois, de la théorie de la fuite en avant. Ce dont nous sommes témoins jour après jour, c'est plutôt une fuite en arrière pour le moment. Poutine n'est pas en situation de menacer. Je rappelle également que si la théorie de la terre russe légitimement défendue par tous les moyens était à ce point robuste, eh bien après les incursions et les raids en Crimée, considérés par Moscou comme territoire mère-patrie, il y aurait une riposte. On n'a rien vu venir. Et dernier élément, attention à ne pas faire prospérer cette petite musique neutraliste qui consiste à dire aujourd'hui la paix à tout prix. Offrons donc par le compromis et la négociation à Poutine ce qu'il a été incapable d'arracher par l'agression militaire. C'est une impasse politique et c'est un naufrage moral. Je prolonge notre réflexion avec ces deux déclarations sur l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire. Un Poutine acculé, un Poutine qui se sent dos au mur peut être dangereux et imprudent. Qui a dit ça ? C'est l'ancien patron de la CIA, William Burns. Écoutons-le. It's got to be concerned, not just about what's happening on the battlefield in Ukraine, what's happening at home, and what's happening internationally. Putin cornered, Putin who feels his back against the wall, can be quite dangerous and reckless. And we saw, the flawed assumptions that he's made before the war. I think he's basing his approach now on equally flawed assumptions where he thinks he can tough it out with the Ukrainians and with the United States and with the West. Montage Élodie Salé, je me suis trompé, il est actuel directeur de la CIA. Oui. Alors, quand on l'entend accréditer l'idée qu'un Poutine dos au mur serait beaucoup plus dangereux, mais comme vous, Vincent, d'une certaine manière, sauf que vous n'êtes pas patron de la CIA, non. Vous êtes commentateur, vous dites ce que vous pensez. Grâce à Dieu. Est-ce qu'un patron de la CIA devrait dire cela ? Bon, au fond, c'est la question que je me pose, Pierre. C'est difficile à répondre. Vous savez, les Américains ont une culture de communication au niveau des hauts responsables du renseignement ou des responsables militaires très différente de la nôtre. Notamment parce que vous avez les hearings aux États-Unis que Jean-Claude connaît bien, c'est-à-dire ces commissions devant lesquelles n'importe quel autre responsable va plancher
et là, il est passé au grill, les journalistes sont présents, tout sort. Ça m'a toujours beaucoup frappé, suivant les questions de défense depuis très 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 longtemps. Vraiment, c'est pas du tout la même culture que voilà, le chef d'état-major des armées, le général Burkhard français. Vous l'avez pas tous les 4 matins auditionné. Il n'est pas en plateau régulièrement ici. Aux États-Unis, ça serait le cas. Donc j'intègre ça dans cet élément-là. Mais sur ce qu'il avance, je crois au risque de fuite en avant. Avant le nucléaire, qui est un risque sérieux, Poutine a d'autres choses dans la carte, dans la main, si je puis dire, et il va les jouer. Il va faire n'importe quoi. La mobilisation générale, des attentats majeurs sur... C'est pour ça que j'attribue les attentats sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2 aux Russes, comme avant. Enfin, il y a plein de choses. Mais c'est certain qu'il ne peut pas reculer. Poutine, c'est un malfrat. C'est un gosse des rues qui s'est battu, qui s'est musclé pour s'imposer comme chef de bande à Leningrad et qui est devenu petit chef de bande au KGB. Khodorkovsky, c'est ce qu'il explique à Ruth Elkriyev hier. En disant, on va l'entendre. Voilà, ça reste ce type de personnage qui a baigné dans une culture russe et soviétique, qui est la culture issue du goulag, qui est la culture dominant-dominé. Soit tu domines, soit tu es dominé. Si tu es dominé, tu es mort. Et tous les moyens sont bons. Et tous les moyens sont bons. Juste une chose que Khodorkovsky dit, il y a juste un petit détail, c'est que Poutine ne veut pas mourir. Alors allons-y, écoutons Khodorkovsky, et puis vous réagirez. Je rappelle que Khodorkovsky, c'était l'oligarque parmi les oligarques à la fin de l'ère Yeltsin et au début de l'ère Poutine, un des hommes les plus fortunés, qu'il a commencé à mettre un orteil en politique, et un peu davantage même, et qu'il a été du jour au lendemain, quasiment, arrêté par Vladimir Poutine, jeté en prison, où il a passé 10 ans avant de sortir de prison. Aujourd'hui, il est à Londres, donc il est rangé des voitures, si j'ose dire, mais il garde un œil sur la Russie, et il fait déjà des plans pour l'après-Poutine, peut-être. Et voilà ce qu'il répond à Ruth hier soir quand elle l'interroge sur la psychologie de Poutine vis-à-vis du nucléaire. Ils disent ce que vous avez dit, Pierre, d'une certaine manière. Écoutons-le développer. Они убеждают Путина, что никакого ответа Запада, угрожающего жизни лично Путина, в результате не будет. Если Путин поверит в то, что Запад не готов отвечать, если он поверит, что применение ядерного оружия в Украине не повлечет угрозы для его личной персональной жизни, с высокой степенью вероятности он это оружие применит. Что касается Nord Stream. Voilà. Je rappelle qu'on parle de l'arme nucléaire de champ de bataille. On ne parle pas de la méga-bombe transatlantique qui va frapper les États-Unis. On parle de la bombe utilisée sur le champ de bataille. Or, les États-Unis, plusieurs fois, ont indiqué que s'ils utilisaient cette, entre guillemets, petite bombe nucléaire de champ de bataille, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils n'utiliseraient pas l'arme nucléaire. Ils bombarderaient massivement la flotte russe en mer Noire et ils bombarderaient massivement toutes les unités militaires en Russie pour rendre la Russie impuissante. Donc, voilà pourquoi ce que dit Khodorkovsky peut nous interpeller, parce que ça ne dissuade pas forcément Poutine, dans le cadre de ce raisonnement psychologique, d'utiliser l'arme nucléaire. Joséphine. Non, mais c'est normal, ça, qu'on est dans une recherche de proportionnalité. C'est-à-dire, effectivement, si Vladimir Poutine balance une bombe nucléaire tactique, comme on dit, sur un territoire en Ukraine, l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN et les États-Unis n'étant pas co-belligérants directement, même si on peut s'interroger sur la définition de la co-belligérance, eh bien, si les États-Unis balançaient une bombe nucléaire sur Moscou, là, effectivement, on serait dans quelque chose, du point de vue des relations internationales et de la stratégie, de disproportionné. Donc, c'est pour ça que chacun se laisse des marges de manœuvre possibles pour que... Parce que ça, c'est la fin ultime. À partir du moment où on utilise son arme nucléaire sur une capitale étrangère, bon, qu'est-ce qui reste d'autre à faire? Donc, bien évidemment que ça reste dans les plans, très probablement, mais personne ne veut en arriver là. Et ce qui a été dit, c'est très intéressant, Vladimir Poutine ne veut pas mourir. Mais cette peur de mourir, elle n'est pas tant visée par une réplique nucléaire de la part de l'Occident, mais elle est surtout en interne. C'est-à-dire qu'on est dans une culture russe que Vladimir Poutine a lui-même encouragée, de l'homme fort, de la victoire sur le reste du monde. Il a quand même vendu à sa population une revanche de la Russie sur l'histoire, une revanche vis-à-vis de l'Occident. Si à la fin, entre guillemets, tout ça pour ça, il ne va pas tenir longtemps à la tête du Kremlin. Et donc le vrai risque pour Vladimir Poutine, qui rejoint sa paranoïa historique, on va dire, c'est son entourage proche et c'est des dirigeants qui sont peut-être
encore plus va-t-en-guerre que lui, on va dire, et qui lui mettent une pression à laquelle il ne peut pas vraiment se Pour qu'il utilise cette soustraire. arme nucléaire, Vincent. D'un mot, moi je rejoins tout à fait Pierre, et il y a 2 anecdotes qui étayent son scénario. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du binaire. C'est pas entre la débâcle et l'apocalypse nucléaire, il y a des échelons, il y a une gradation. Et j'en donne 2 exemples. Souvenez-vous de ces fameux missiles hyper véloces, armes absolues, etc., qui ont fait un tour de piste au début du conflit et qui ont été rangés dans les silos depuis. Bon, ça veut dire qu'il peut recourir à de l'artillerie, à des raids aériens risqués parce que la défense antiaérienne ukrainienne est maintenant au taquet, etc. Et deuxième exemple, il y a un drone de facture iranienne qui s'appelle le Shahed 136. Les Russes en ont acheté par paquet de 100. Eh bien, on l'oublie, on en parle peu. Il y a quelques heures, il y a une cible qui a été frappée à 100 km de Kiev. On pensait que Kiev, tout ça, c'était terminé. Etc. Vous avez ce type de nouvelle forme de belligérance qu'il peut mettre en musique, de manière plus ou moins ordonnée selon la qualité de son encadrement militaire, bien avant d'en arriver à l'hypothèse d'un risque qui est mortel pour lui aussi, c'est-à-dire l'usage de bombes, même tactiques. Et on sait combien le concept de bombe nucléaire tactique est élastique. Oui, mais taper sur les populations civiles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, à 100 km de Kiev, vous avez raison. Oui. Il l'a fait aussi depuis 15 jours, depuis même un mois, depuis que les contre-attaques ukrainiennes sont couronnées de succès. Ça ne fait que renforcer la détermination des Ukrainiens. Donc peut-être que ça soulage ses nerfs, mais ça ne fait pas avancer sa cause. Vous ne savez pas reculer l'Ukraine. Les Occidentaux aussi, parce qu'on continue à financer malgré tout. Vous avez vu qu'au Congrès, enfin, Biden a aussi décidé de remettre 650 millions ou 625 millions de plus à la caisse. Donc ça renforce aussi les Occidentaux. La question de savoir, c'est à quel moment il prendra bien conscience que cette guerre, de toutes les façons, est perdue pour lui. Bon, un dernier mot, Pierre. Tout dernier mot. On a plein d'inconnus autour de la question de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement. Iléna disait que personne ne sait ce qui se passe au Kremlin. Et qu'est-ce qui se passe du côté des généraux qui voient leurs camarades mis en prison? Parce que ça fait déjà des mois qu'un certain nombre de généraux, d'amiraux, partent en prison. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Chez les oligarques qui ont tendance à nouveau ces derniers jours à passer par les fenêtres ou à sauter des bateaux en marche. À perdre l'équilibre. Etc. Du côté des services de renseignement, qui sont mis en cause. Rappelez-vous l'offensive sur Kharkiv. Les services de renseignement militaires russes ont été incapables de détecter un corps de 25-30 000 Ukrainiens avec tout le matériel qui va autour et qui ont attaqué à partir de Kharkiv, etc. C'est une défaillance totale. Alors, est-ce que c'est une défaillance parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce que Poutine n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils aient les moyens, parce qu'ils n'ont pas été écoutés? On ne sait rien de tout ça. Mais je termine par le fait qu'une personne que j'ai interrogée, parce que j'essaie de savoir ce qui se passe là-bas, mais c'est très difficile, me dit, on n'en sait rien, mais David Pujadas, demain matin, on peut avoir sur la télévision russe une mire avec une petite musique de Moussorski pendant un certain temps, et puis après 3 personnages qui vont dire, écoutez, le président Vladimir Poutine, très fatigué par une maladie contre laquelle il se bat très courageusement depuis des mois, s'est retiré à Sotchi, et on repart à zéro. Et pourquoi il me dit ça? Il me dit ça parce que ça peut arriver et on mettra des années avant de savoir quels ont été les canaux entre les oligarques, les services secrets, les généraux, d'autres personnalités qui ont maillé ça pour dire « Attends, on va arrêter les conneries maintenant » parce qu'il se pose aussi des questions qu'on se pose. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'ils sont tous des zombies, des décérébrés, des enfants C'est la question qui se pose. C'est le comment on l'aide à s'arrêter en réalité. Voilà. Le scénario de la mire.